Bien, bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir, merci à l'Université Populaire, merci à Antoine Chantecaille de m'avoir contacté, invité pour cette soirée. Alors le parcours que je vous propose de faire va partir de Nantes et on va essayer effectivement de regarder comment ces animaux qui sont présents ici à la Roche-sur-Yon, en fait, ont leur origine quelque part. Cette histoire a son origine quelque part autour de Nantes. On va essayer d'explorer ça. On va regarder comment ça s'est développé justement sur la ville de Nantes et comment ça a impacté la ville et comment on s'est posé la question de savoir si le modèle nantais était un modèle nantais et s'il pouvait être répliqué, reproduit ailleurs. Et la réponse, vous l'avez d'une certaine manière, hein, c'est pas une révélation très très forte puisque effectivement ça a été répliqué ici. Et ce que je vous propose, c'est après avoir évoqué comment le projet s'est monté ici, peut-être dans une partie postérieure à la présentation, de discuter sur finalement l'impact que ça a maintenant et puis est-ce que ça fonctionne toujours. Alors on va commencer, puis je me suis permis de faire un petit jeu avec la statue de Napoléon. Exactement. Alors, au début, donc on part de Nantes. Alors, on va situer le début de notre histoire après la chute des chantiers, c'est-à-dire vous savez que les chantiers de construction navale ont fermé dans les années 86. Et à partir de ce moment-là, la ville a subi une espèce de dépression au sens propre comme au sens figuré, où le paysage que l'on avait, le paysage urbain, c'était plutôt de cette nature-là. On peut l'avoir oublié, mais les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, en tout cas, puisqu'on avait des décharges en plein centre-ville, on avait des lieux sur l'île de Nantes qui étaient vraiment absolument mal famés. Alors, à l'époque, entre les années 80 et 90, on a commencé à réfléchir au renouvellement urbain, et puis on s'est demandé comment opérer, et la première étape, ça a été le cours des 50 otages, donc, et cette question de dire, est-ce que l'on remet du fleuve dans la ville, comment est-ce qu'on arrive à revitaliser tout ça? Mais en fait, l'ambiance était plutôt morose, il faut le dire, jusqu'à cette initiative tout à fait extraordinaire qui a été le festival des Allumés. Et là, à partir des années 90, 92, en fait, on a vu arriver, alors tout d'abord avec le Cargo. Alors le Cargo, pour situer les choses, c'était une espèce d'aventure extraordinaire où une compagnie de théâtre est partie en Amérique du Sud proposer un théâtre de rue, en fait, et on va retrouver les héros de notre histoire qui étaient déjà engagés dans cette aventure. Et d'ailleurs, si vous en voulez les détails, il y a un podcast sur France Culture qui relate ça en détail, et c'est assez savoureux. Alors, vous avez, en fait, la ville invitait une autre ville et se travestissait d'une certaine manière, et on avait même des lieux tout à fait extraordinaires, puisque le Cargo revenant, vous aviez une rue de Buenos Aires qui était installée au sein même d'un cargo, et on avait vraiment l'impression, cette fois-ci, d'être ailleurs. Alors, le festival a fonctionné de façon remarquable et il y a eu un premier enclenchement, on va dire, dans la tête des habitants. Alors, sans vouloir être désobligeant avec les Nantais qui m'ont accueilli, moi, en 85, c'était plutôt renfermé, on va dire. Hein. On peut pas dire que à l'époque c'était très 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 joyeux, etc. On avait une ville qui était plutôt renfermée. Et là, par ce spectacle de rue, soudainement, on sort, on partage des expériences extraordinaires, et surtout, ce sont des expériences qui sont gratuites, qui sont populaires et qui sont accessibles à tout le monde. Et ça, c'est un des éléments fondamentaux du dispositif. Et puis après arrive la grande parade de Royal Deluxe. Alors là, extraordinaire, vous avez dans la rue justement ce défilé comme ça, pétaradant, et avec cette troupe là qui propose finalement une relecture de l'histoire de France, mais un peu déconstruite et puis très 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 bruyante. Mais là encore, c'est une espèce d'expérience totale, longue, extrêmement populaire dans le sens où il y a eu énormément de monde à venir. Et puis après, il y avait ça, par exemple.
le lancer de piano. Voilà. C'est- Le lancer de piano, c'était le grand répertoire. Et là, on voit qu'on commence à changer d'échelle, puisque dans le défilé d'histoire de France, on était encore, si je puis dire, à l'échelle humaine. Là, on commence à avoir de très, très grands instruments arriver. Et puis, le fait où on se dit, voilà, plus aucune limite. Et puis un jour, devant la cathédrale de Nantes, vous voyez une espèce d'obus qui est planté dans le sol, juste devant la cathédrale. Alors tout le monde se demande ce qu'est cet objet étrange qui arrive. C'est le secret total. On n'a pas d'informations à ce sujet. Et puis le lendemain, la petite géante en sort. Alors le choc là, il est à la fois esthétique, il est humain, il est dans l'extraordinaire. Surtout quand la petite géante se met à déambuler dans les rues. Et en fait, peut-être certaines ou certains d'entre vous ont vu le spectacle, ont assisté à ça. C'est vrai que c'était 24 heures sur 24 et je me souviens, on était allé avec ma femme Monica voir la petite géante dormir à 2 heures du matin. On allait voir la petite géante dormir, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que c'était absolument continu. Et puis il y avait autre chose et un jour on a vu ça, c'est-à-dire l'éléphant déambuler dans les rues. Et là encore, tout était fait pour garder le secret puisque en fait, je me souviens, on demandait à la police, par exemple, où se situe l'éléphant. Le policier disait, mais nous ne savons pas, nous ne savons pas. Et tout était fait pour créer une rencontre tout à fait inattendue et puis un spectacle qui est véritablement inoubliable. Alors, en fait, il y a eu différentes itérations et le spectacle était total. Hein, quand vous voyez ces voitures ligotées au trottoir, on comprend que ce n'est pas simplement les objets qui déambulent dans la ville, mais c'est aussi évidemment tout ce qui va autour, le fait que la ville complète en fait est prise par le spectacle. Et il y a cette photo que j'aime beaucoup, qui est finalement l'ancien symbole de Nantes, les grues. Alors, si j'ai bien compris tout à l'heure, Antoine, c'est spécialiste du cinéma. Donc, moi, j'ai fait une recherche sur le cinéma à Nantes. Et en fait, quand on fait le cinéma à Nantes, en gros, le cinéma à Nantes se focalise sur 2 objets en particulier, les grues et le passage Pommeraye, mais principalement les grues. Donc, on a cette espèce de symbole de la ville très, très fort, les chantiers, la mémoire ouvrière, etc. Et puis, l'éléphant qui passe. Et peut-être qu'on pourra discuter un petit peu tout à l'heure si je vous présente une histoire qui est un peu enchantée, vue de cette façon-là, elle a quand même une face qui n'est pas si joyeuse que ça. Alors, on arrive à... Là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'entre 90 et 2000, en fait, les Nantais sont sortis dans la rue, si je puis dire, tout en respectant tout le monde, mais... il s'est passé quelque chose. La lumière s'est allumée, si je puis dire. Et en 2000, alors, l'île de Nantes, qui est ce point tout à fait particulier en ville, puisque c'est vraiment le centre de l'agglomération, mais c'est le sud de la ville, donc c'est un territoire particulier. Et en même temps, c'est presque, on va dire, une pile de pont. C'est-à-dire, c'est un territoire qui est coupé en 3 morceaux. La partie est, qui est une partie plutôt d'habitat, mais très très mal vécu. Le taux de rotation, faut dire, de ce qu'on appelle encore l'île Beaulieu, c'est les gens vivent 6 mois à peu près en moyenne, et puis après au bout de 6 mois ils veulent partir. Donc, après vous avez la partie centrale qui est assez pauvre et plutôt avec des familles en difficulté financière. Et puis après, vous avez toute la partie ouest avec le mine, les anciennes industries, etc. Donc un lieu qui est à cette époque-là soit occupé par tout l'espace du chemin de fer, soit en mauvais état. Alors, il y a un concours d'architecture qui s'organise. Auparavant, un autre architecte, Perrault, avait fait des propositions, mais bon, ça avait permis de lancer les discussions. Et vous avez 3 équipes qui sont sélectionnées. La première équipe, donc la fac, la deuxième équipe Fortier. Et on resitue les choses, et c'est absolument important de le dire. On est au moment de Bilbao. Alors, Bilbao, vous voyez, on prend un grand architecte, une ville portuaire, très semblable à Nantes, pareil, en déshérence, qui a de grosses difficultés financières du fait de la mutation des industries.
Et puis, on appelle Guéry, qui vient de mourir, et on fait ce bâtiment extraordinaire. Et là, soudainement, ça explose, ça devient le lieu central mondial. Enfin bon, tout le monde. Alors, ça impacte très très fortement à la fois les gens qui conçoivent des villes et puis les élus et surtout les financiers qui se disent bah, c'est ça la solution en fait, c'est extrêmement simple le modèle, il suffit de mettre un gros truc comme ça va attirer tout le monde et puis voilà, c'est terminé. Et vous avez ces projets, l'APFAC et Fortier, avec les marqueurs, je ne sais pas quelle est votre connaissance de l'urbanisme, mais c'est ça, vous avez la ligne verte, alors, ce sont des choses que l'on retrouve un petit peu partout, et puis vous avez des plans comme ça, puis vous voyez des circulations, voilà, et puis l'idée de dire, on va mettre un Guggenheim, quelque chose comme ça, un beau bâtiment, et puis ça va attirer tout le monde, et c'est gagné. Et puis, en contrepoint, vous avez Chemetov, qui, lui, va venir en disant on va penser les choses tout à fait différemment. En fait, le projet, vous voyez la différence entre les précédents qui ne traitent qu'un petit morceau. Chemetov va prendre l'entièreté du territoire et va dire en fait, la question, elle est simplement, mais c'est plus compliqué que ça, la séparation entre l'espace public et l'espace privé. Et il va poser les choses de cette façon-là, en disant, il faut redimensionner cet espace-là pour en faire un vrai espace urbain, et puis on va faire en sorte que, on puisse redistribuer les territoires, espace public et espace privé. Et là, la ville, elle est un petit peu embêtée. Elle se dit, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Chemetov répondait, mais ça, c'est votre problème. Moi, mon problème, c'est de dire, la question numéro un, c'est séparation espace public, espace privé. Et vous remplissez vos espaces publics et vos espaces privés. Mais bon, comme ça, c'était pas tout à fait satisfaisant, en fait, il a fait le fameux plan guide et le fait de pouvoir essayer de répondre à toutes les configurations possibles. Alors, à ce moment-là, ce qu'on a oublié très très largement, c'est que dans ce territoire-là, il fallait faire la cité des biotechnologies. Donc, on est assez loin des animaux. Et là, on n'est plus exactement dans l'histoire de l'éléphant, là, qu'on a un petit peu perdu de vue. Et ça ne dure pas longtemps. Et en fait, Chemetov voit très très bien ce qui s'est passé avec l'éléphant. Il discute avec Delarosière, etc. Et puis, on commence à se dire, peut-être qu'il faut repenser ça. Et là, il y a le modèle Montréal qui arrive dans les consciences. Les gens de la ville de Nantes vont à Montréal. Et à Montréal, vous avez le quartier des Arts. Le quartier des Arts, c'est un ancien site industriel, de la même façon, qui est en centre-ville de Montréal. Et on s'est dit, on va faire à cet endroit-là une concentration de toutes les activités artistiques, dont théâtre, des écoles, des industries, etc. Et on va avoir un concentrat comme ça de créativité. Et à Nantes, ils se sont dit, c'est exactement ce qu'il faut faire, donc on va faire pareil. Et ça va être le quartier de la création. Donc c'est pour ça que dans le quartier de la création, vous avez eu une sorte de mutation programmatique et on a fait venir l'école d'architecture qui a été la première à s'installer. Puis après, vous avez les beaux-arts, l'école de design, l'école de la mode, etc., qui vont faire... Alors, ce qui a été très caractéristique par rapport à ça, c'est le fait d'avoir finalement une communication. Et alors je pose ces petites pierres parce qu'on va voir que par rapport à la Roche-sur-Yon, on va un peu avoir le même plan qui va se dérouler. On va avoir le projet qui va s'installer dans un mode de communication très très fort. Et alors que normalement la ville se fait, vous voyez, on va installer les programmes et puis après vous allez voir pousser les immeubles, etc. Là, pas du tout. On va avoir un lieu dédié à la communication, on va faire venir les gens, on va avoir des grandes cartes comme ça qui vont exposer l'ensemble du propos. Et puis, on va avoir un système aussi de familiarisation avec les mutations à venir, d'une façon assez habile, puisqu'on va commencer par montrer des petits dessins à la main, du style ça va être comme ça, mais c'est pas encore très très sûr. Et puis après, des images numériques qui vont dire ça va être vraiment comme ça, et puis petit à petit le projet arrive, ce qui crée une forme de familiarité, et en fait dans un circuit assez court finalement, temporel, d'1 an ou 2 ans, les bâtiments, les transformations urbaines, on avait une forme de familiarité, quand on les voyait arriver, on se disait oui, on a l'impression que ça a toujours été là. Donc ces 10 premières années ont fonctionné de cette façon-là, de façon assez fluide.
Et puis, on va retrouver un autre élément, là aussi c'est une petite pierre que je mets pour tout à l'heure, un attelage très fort et très dynamique entre un maire et son architecte. Les deux s'entendaient ensemble très très bien. Alors même pendant les phases de concours, il y avait même des espèces d'apartés assez étranges entre le maire et l'architecte. Alors il y avait tous les services comme ça qui discutaient de questions techniques et puis à un moment ils s'absentaient tous les deux puis on voyait bien qu'on changeait de niveau. Mais c'est vrai que un maire avec une volonté très forte, un architecte qui a une vision et puis qui va dire on peut transformer de cette façon-là. Ça fonctionnait plutôt bien et les transformations pendant les 10 premières années se sont faites. Si on discute, là c'est pas dans mon propos, mais des phases suivantes, 2010, 2020, 2020, 2030, on voit que c'est pas exactement la même chose. Donc il y a quand même changement de maire, changement d'équipe, c'est plus exactement la même chose. En tout cas, revoilà l'éléphant et c'est vrai que Chemetov décide que dans les nefs qui étaient ici, alors les anciens et anciennes Nantaises se souviennent d'aller ici à la Brocante ou d'aller, je crois qu'il y avait un moment où on pouvait danser aussi à cet endroit-là, je me souviens plus exactement. Enfin voilà l'éléphant. Alors Jean-Marc Ayrault avait dit au départ l'éléphant on n'était pas très très sûr. Et en fait l'éléphant c'est pas celui qui défilait dans les rues dans les années 90, c'est un autre éléphant qui a été reconstruit. Et qui a été reconstruit dans d'autres nefs à côté. Et effectivement, nous, on avait le plaisir, en tout cas, d'aller assez régulièrement sur le chantier voir cet éléphant se construire. Vous savez, plaque par plaque, où c'était sculpté à la tronçonneuse. Enfin, c'est vraiment un travail remarquable et extraordinaire. Et le maire avait dit, je pars en vacances et à la fin, je reviens de vacances et puis j'irai serrer la main au 200 millième visiteur et puis je dirais ça fonctionne quoi. Et en fait, on l'a rappelé au milieu de ses vacances en disant Jean-Marc, le 200 millième, il est déjà là, donc il va falloir revenir plus vite. Et on a mesuré comme ça l'espèce d'engouement qu'il y a eu autour de cet éléphant. Alors pour résumer, une petite plaque pour résumer effectivement la transformation de la ville avec ces deux personnes, donc François de la Rosière et Pierre Orifis, qui deviennent un peu les ordonnateurs de cette mutation culturelle, on va dire. Et avec une nuance à noter malgré tout, c'est que au départ les défilés c'était Royal de Luxe, et là on parle de la machine. Donc ce sont pas les mêmes d'une certaine manière. En fait, ce sont les mêmes sans être les mêmes. C'est-à-dire que le groupe Royal de Luxe a éclaté. Et puis, comme dans les divorces, il a fallu s'occuper des enfants qui étaient toutes les machines que vous avez vues défiler dans la rue. Et donc, de la Rosière et Orifis donc font de la machine, s'installent à Nantes et prennent les animaux. Et Royal de Luxe continue, s'installe à l'extérieur de Nantes et prend les humains. Donc la poupée, le grand géant qui était à Berlin, etc. Donc les uns prennent les animaux, les autres prennent les humains, bien qu'il y ait eu un petit coup de canif dans le contrat, puisque Royal de Luxe est revenu avec le chien, vous vous souvenez, le Cholo, là, qui était bien un animal. Mais en tout cas, le deal, c'était ça. Donc la machine ne pouvait faire de spectacle dans les rues de Nantes. Ils étaient résidents, mais ne pouvaient pas parader dans les rues de Nantes. Et ils pouvaient parader ailleurs. Et Royal de Luxe ne pouvait pas s'installer comme ça, mais pouvait parader dans les rues de Nantes. Voilà, c'était là le deal. Enfin, toujours est-il que cet éléphant est devenu le symbole de la ville. Et puis... Et on a commencé à le voir absolument de partout. C'est-à-dire que dans tous les affichages, vous voyez, le bus, etc., avec des versions. Quand il y avait la chaîne Télé Nantes, c'est pareil, il y a une version d'éléphant qui a été imaginée. Donc ça devenait vraiment l'emblème de la ville, chassant un petit peu les emblèmes classiques ou traditionnels, la cathédrale, le château ou les grues, par exemple, qui étaient un petit peu relégués par rapport à ça. Ce qui pose une question, d'ailleurs, qu'on pourrait même poser ici, de dire, finalement, que se passe-t-il quand une ville prend comme emblème quelque chose qui est, d'une certaine manière, privé, puisque ça, c'est sur du droit privé, alors qu'on était sur des monuments historiques. On pourra peut-être en discuter après, effectivement.
Alors, il y a eu un effet par rapport à ça, c'est que il y a eu cet effet voyage à Nantes. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, voilà, on va pouvoir en jeter de partout. Et puis, ce quartier de la création, que l'on a imaginé comme tel, on va pouvoir le répandre dans l'ensemble de la ville en créant le quartier des arts. Alors, il y avait ce film promotionnel que je passe juste un petit extrait qui faisait la promotion du premier voyage à Nantes. Je vais baisser un peu le son. Je peux pas baisser le son. Alors si je mettais un extrait de ce film, c'était simplement parce que ça traduisait l'état d'esprit qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire de l'art, oui, mais de l'art qui ne se prend pas au sérieux, de l'art qui est joyeux, de l'art qui est amusant, et on devait retrouver cette espèce de légèreté, effectivement, dans l'ensemble de la ville. Donc on a créé, vous savez, la ligne verte, là, qui fait un circuit à l'intérieur de la ville, et puis sur laquelle on va voir des œuvres qui vont être pérennes ou éphémères. Alors là encore, c'est une petite pierre que je mets par rapport à ce qu'on a fait ici, parce que en fait, il y a cette idée aussi du pérenne, de l'éphémère, de comment on arrive à garder de l'art et de l'événement à un endroit, et comment finalement on renouvelle, et est-ce qu'on arrive à renouveler toutes ces initiatives. Alors il y avait ça, le nid, donc maintenant qui n'existe plus, puisque la tour est en transformation. Des œuvres comme celle de Force en présence là, qui a été déplacée. Et puis, voilà, différents éléments que vous connaissez sûrement. Alors, un point intéressant par rapport à ça, c'était de dire, finalement, là, la ville, à ce moment-là de son histoire, c'est-à-dire on arrive autour de 2010, elle se pose la question de la pérennisation, du fait de maintenir l'intérêt. Donc c'est une question que l'on va reposer ici à La Roche également. Et puis comment on adapte les services et comment on transforme finalement les services par rapport à ça. Le service des espaces verts de la ville de Nantes a pris très vite finalement la chose en main en disant nous on va se mettre dans cet état d'esprit et c'est pour ça que vous allez voir dans les parcs les buissons taillés d'une certaine manière, on va retrouver cette espèce d'humour décalé, mais ça veut dire qu'ils se sont constitués de cette façon-là. Il y a eu des inventions, puisqu'on a inventé spécialement par rapport à l'éléphant le fait de pouvoir interrompre le tramway à un endroit précis sans que ça n'interrompe tout l'ensemble du circuit. Donc on a vu des évolutions structurelles par rapport au service, mais tout n'a pas été à ce niveau. En tout cas, effectivement, donc les œuvres s'installent, se pérennisent, et puis, comme vous le savez, se développent. Et l'idée, c'était de faire le lien entre Nantes et Saint-Nazaire, en retrouvant ces liens, et jusqu'à la mer, avec le fameux serpent là, de Yangping, qui est, semble-t-il, je l'ai vu plusieurs fois, mais j'ai pas vu si c'était complètement vrai ou pas. Mais que ce serait la deuxième œuvre la plus photographiée après la Tour Eiffel, quelque chose comme ça. Donc il y a un effet de notoriété en tout cas qui est donc à vérifier. Tout le monde vérifiera, puis je ramasse les copies tout à l'heure. Donc en tout cas, tout le long de la Loire, vous avez ces objets là qui sont assez intrigants. Le jardin des délices, voilà, l'observatoire, puis le même observatoire à Nantes, et puis le fameux hôtel là, sur la cheminée, là où il faut réserver presque un an à l'avance pour pouvoir avoir sa place. Et puis par rapport à ça, Delarosière propose quand même une attraction particulière qui est celle de l'aérofloral, où
il y a cet objet étrange que vous avez vu, puisqu'on va revoir l'aérofloral ici particulièrement, alors qui est cette espèce de machine qui s'envole et puis qui va aller récolter des plantes, puisqu'elle ne fonctionne qu'avec l'énergie des plantes. Hein, comme chacun le sait, si vous mettez votre appareil de chauffage sur votre plante verte, ben, ça va marcher normalement, ou si vous voulez éclairer votre pièce. Voilà. Alors la question se pose ici de savoir est-ce que ce qui a marché à Nantes peut marcher ailleurs, et c'est ça la question centrale que l'on a envie de se poser. Il y a quand même des éléments de réflexion qu'il y a à mettre en place par rapport à Nantes. Le premier, c'est que on parlait des bombardements tout à l'heure. C'est une ville qui, au niveau de son histoire, Nantes, il y a eu un peu une reconstruction qui, je trouve qu'il ne fait pas, enfin, c'est mon opinion, mais je trouve que la ville n'était pas très très belle. En fait, il y a eu les traumas des chantiers, et puis il y a quand même une histoire très très forte. Hein, c'est un peu l'éléphant dans la salle quand tout le monde a fini de dire la ville n'est pas très belle. Non, oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que c'est la seule excuse ? Non, il y a sûrement autre chose, mais autre chose, c'est quand même le commerce triangulaire. Vous savez que la ville de Nantes a été la ville la plus dynamique, si je puis dire, par rapport au commerce triangulaire, puisque on est à 1700 ou 1800 expéditions organisées pendant la période où c'était interdit, c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est à peu près le double de Bordeaux, et puis bien plus que Lorient, etc. Donc c'est une ville qui a fait quand même sa fortune là-dessus, et son aspect, on va dire, non détruit, ce qui reste, c'est quand même, repose là-dessus. Donc faire sa promotion touristique et faire sa valorisation autour du commerce triangulaire, difficile. Maintenant, je ne sais pas si les gouvernements changent, on ne sait pas, mais en tout cas, un peu difficile. Et donc, on voit bien que, d'une certaine manière, il y a eu cette espèce de silence qui fait presque une page blanche, et l'histoire des machines, etc., s'est installée là où il n'y avait rien, d'une certaine manière, où on n'avait pas envie de raconter la même histoire. Alors, quand on essaie de déplacer le propos, alors c'est le cas, par exemple, on va essayer de voir si on peut sortir de l'île. Alors, vous savez, avec le fameux Arbour-Héron, qui est toujours en polémique, et on ne sait pas trop s'il va venir, ou alors le dragon de Calais. Donc Calais qui rejoue un peu la même histoire, et en fait il y a eu effectivement des expéditions qui sont sorties, et on a vu une appropriation des villes. C'est le cas vraiment de Calais, qui a eu son dragon, comme Nantes a eu son éléphant, et il y a eu un effet transformation quand même assez important, et une espèce de reprise forte. Alors, j'ai un étudiant qui a fait son mémoire dessus, et effectivement Calais était très très stigmatisé par la question des migrants qui essayaient de traverser, et puis l'actualité de Calais, c'était toujours les migrants, la violence, etc. Donc le dragon, d'une certaine manière, venait faire une contre-histoire par rapport à ça. Et puis, on essaie d'exporter le spectacle. Alors, vous voyez que l'aéroflorale se promène. Elle arrive à Dessau, en Allemagne. Alors, Dessau, c'est une ville que moi j'aime beaucoup, qu'on connaît bien, qui est une ville est-allemande, en fait, qui est à l'est de l'Allemagne, mais essentiellement est-allemande. Donc, s'il était difficile au départ de faire sortir les Nantais, faire sortir les Allemands de là, c'était encore plus compliqué. Et malgré tout, il y a eu vraiment un très très fort engouement quand la machine est installée, mais eux n'ont pas voulu pérenniser du tout la chose. Et puis, voilà, vous avez effectivement l'araignée, par exemple, qui est allée à Liverpool, voilà, qui produit des effets tout à fait saisissants. Et puis, vous avez le fameux dragon, Longma, qui l'a été destiné à la Chine. Alors, destiné d'une certaine façon, parce qu'en fait, le dragon, c'est une sorte de transformation d'un projet qui n'a pas été développé exactement de la façon dont on voulait de la dire, et puis qui a été reconverti en dragon, mais en tout cas qui donne un spectacle. Alors le dragon est venu à Nantes, hein, des spectacles qui sont assez magiques. Voilà, et puis on arrive ici. Et donc la question de la transposition, effectivement, s'est posée au moment du projet de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, et avec un développement très très particulier qui est complètement instruit justement de ce qui s'était passé à Nantes.
Alors, pour resituer un peu les choses, alors, je ne veux pas m'amuser à me risquer à trop décrire les lieux que vous connaissez bien mieux que moi, mais bon, on sait, ici, la ville a été construite en 1804, c'est une ville nouvelle, en fait, qui a été créée. Et puis, cette place Napoléon qui est au centre, finalement, d'une ville qui ressemble beaucoup à une ville romaine où on a le Cardo d'Ecumanus, vous savez, comme ça, et puis la place d'Armes centrale. Cette place était occupée par un stationnement, et c'est vrai que l'ancien maire, donc qui s'appelait, je l'ai ici, Paul Caillot, en 1975, il avait essayé de faire un premier projet, et finalement ça n'avait pas abouti, et après on est revenu comme ça plus tard. Alors les enjeux effectivement par rapport à cette place, c'était on avait une ville qui était calibrée, ça rentrait un peu dans cette idée de ville idéale d'une certaine manière, où on construit on construit la ville pour la calibrer en fonction d'un nombre précis d'habitants, et puis on répartit les choses de façon équilibrée. Et puis, donc, il y a eu ce projet Pentagone 2020, où l'idée, c'était essayer de repenser ce centre-ville qui ne fonctionnait pas complètement, mais ça, vous pourrez le témoigner bien mieux que moi. En tout cas, dans les éléments programmatiques, l'idée de Chemetov, c'était de vraiment modifier complètement le paysage qu'il y avait sur place, et puis donc de créer ces bassins. Vous avez plusieurs bassins qui ont été créés. Le fait de pouvoir également conserver la végétation, et puis d'avoir l'eau comme élément marqueur. Alors ça, on retrouve ça chez Chemetov très très fréquemment dans le projet Île de Nantes. Dans le premier plan que je montrais, en fait, il y avait déjà un grand bassin, il y avait cette présence de l'eau très très forte. Donc c'était un motto. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que quand le concours a été lancé, Chemetov s'est présenté dans la compétition, il n'a pas dit qu'il était accompagné de Delarosière. En fait, Delarosière était dans son bagage, mais il était caché. Et donc, il a gagné le concours à partir de ces principes-là, mais n'avait pas évoqué le fait qu'il y allait avoir quelque chose d'autre. Alors ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, on va voir effectivement que très vite, ils vont repenser ce concours et le développement du chantier comme un laboratoire urbain. Et par rapport à ça, il va ressortir d'une certaine manière de Larosière en disant, ce qui a fonctionné à Nantes, c'est-à-dire la façon de mettre les animaux au centre du dispositif et puis de faire du spectacle permanent. Finalement, c'est ça qui sera la caractérisation et la caractéristique des choses. Alors, on parle d'expérimentation urbaine. Effectivement, c'est quelque chose qui est très très fortement ancré actuellement à Nantes. On va en parler tout le temps jusqu'à maintenant, et dans les développements qui sont actuellement à Nantes produits, on va parler encore d'expérimentation urbaine, c'est-à-dire qu'on va créer des petits motifs à des endroits, on va regarder si ça fonctionne ou pas, si ça fonctionne, on va le développer, si ça fonctionne pas, on l'arrête, etc. Alors, il y avait une des contraintes très très fortes par rapport au projet, et là, on voit qu'il y a un motif quand même d'invention qui est tout à fait passionnant, c'est celui de la barrière de chantier, en fait, puisque à l'échelle du chantier, vous voyez, il faudrait clôturer cet espace pendant de longs mois. Et puis là, on a une espèce de barrière qui s'installe là où auparavant il y avait de la circulation, c'était le même que de la voiture, et avec à l'intérieur de cette zone des nuisances, donc avec un effet de réticence, ou en tout cas éventuellement de contraintes très très fortes sur les habitants à venir. Alors l'équipe autour de Delarosière s'est dit, en fait, on va changer les choses. Alors ça, on en discutera tout à l'heure. Moi, je suis très, 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 très avide de savoir comment vous l'avez vécu et comment tout ça a été ressenti. L'idée, c'était de dire, on va faire de ce chantier une scène, et on va
installé quelque chose qui est très particulier, ce sont les palissades, et les palissades deviennent un vrai motif scénographique, puisqu'elles sont dessinées d'une certaine manière, elles sont assemblées de telle manière que l'on puisse avoir des effets des œilletons, on va pouvoir jeter un coup d'œil à l'intérieur de la scène, et puis des passerelles d'observation sur lesquelles on va pouvoir monter pour observer ce qui se passe de l'autre côté. Alors je vous parlais de Dessau. Dessau, c'est pas loin, tout à fait, c'est pas très très loin de Berlin. Et ces motifs, balustrade, œilleton, passerelle, observatoire, ça nous fait quand même penser au mur de Berlin et la façon dont on avait aménagé le mur de Berlin, effectivement, pour que les gens de l'Ouest aillent observer les gens de l'Est de l'autre côté de la palissade. C'est vrai. Hein. Et donc, voilà, c'est la transformation, effectivement. Alors, là, on va inventer une histoire, on va créer une histoire, on va faire un récit, encore une fois, sur une espèce de nappe blanche, et puis on va inventer cette histoire des animaux. Alors, l'histoire est créée par de la Rosière, hein, où il va dire, vous voyez, sous les ordres de Napoléon, des scientifiques de retour de la campagne d'Égypte ont choisi de conserver à La Roche-sur-Yon le bestiaire mécanique servant à l'observation de la nature. Des collections secrètes, enrichies, objets d'études, disparues peu à peu après l'édification de la cité. Elles vont réapparaître pendant le chantier. Donc ça, c'est l'histoire telle qu'elle a été proposée par Chemetov, où en fait, il dit qu'on va exhumer d'une certaine manière ce bestiaire. Alors ça s'appuie quand même effectivement sur un ancrage historique, alors un peu tendu, mais bon, il y a des historiens ici, j'imagine, qui diront avec précision comment la campagne d'Égypte de Napoléon, hein, pas trop, hein, mais bon, on va dire qu'il y a eu une campagne d'Égypte. Voilà, ça c'est certifié. Et il y a une place Napoléon, voilà. Et puis après on fait des petits points et puis on regarde comment tout ça vit ensemble. Et puis, on va retrouver, vous voyez, les mêmes motifs que ceux qui étaient produits à Nantes. C'est-à-dire que par rapport au Pentagone, on va aussi distribuer des éléments autour de la ville pour créer des points des points d'ancrage. Comment ? Oui. Oui, c'est ça. Oui, il y a une stratégie, hein, de toute façon, il y a une stratégie qui est mise en place. Et puis après, il y a eu le premier spectacle, hein, qui s'appelait Premier coup de pelleteuse. J'ai la date, d'ailleurs, dans mes notes. 2012. Oui, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. 2012, oui, ça... Ouais, le temps passe vite, des fois on s'en rend pas compte. Donc 2012, le premier coup de pelleteuse. Alors effectivement, là, il y a eu pas mal de bruit autour de ça. En fait, ça a quand même fait les titres de presse. C'était un spectacle assez extraordinaire quand même, faut dire ce qu'il y a. Et puis après, il y en a eu plusieurs autres. Il y a eu donc le petit concert dans les bassins, je vois. Et puis, on retrouve notre aérofloral avec une expédition végétale qui est venue ici et qui a fait l'objet d'un autre spectacle. Donc là, on était en juin 2013 et puis après il y a eu un pique-nique en juillet 2013 et ensuite il y a eu le réveil des animaux en septembre. Voilà pour situer toutes les... Alors évidemment, et puis on l'a évoqué tout à l'heure rapidement avec Antoine, là sur... la polémique qui a eu lieu, évidemment, combien tout ça coûte, est-ce qu'on ne peut pas mettre l'argent, dépenser l'argent de façon plus utile, et puis, évidemment, quand les campagnes électorales commencent à être lancées, tous ces sujets viennent très très fortement sur la table, et puis alimentent les discussions fortes, et puis radicalisent un peu les positions, en tout cas les cristallisent. Mais malgré tout, la chose a fonctionné. Et puis, maintenant, on est un petit peu à l'heure du bilan, d'une certaine manière. Et puis, je pense qu'on peut regarder ensemble si ça a fonctionné. Alors, malgré tout, les choses sont en place. Il y a eu quand même une appropriation qui a été faite. Et puis,
alors on dit, mais ça vous allez me le confirmer, qu'il y a une attraction quand même touristique. Enfin, ça crée un effet de curiosité qui a été indéniable. Donc par rapport à ça, entre le chantier, la pérennisation de la place, son développement, des choses se sont plutôt bien passées. Alors c'est vrai que on est par rapport à un développement de projets, et ça c'est récurrent en fait dans les développements des grandes villes ou des villes plus petites, sur ces questions de temporalité complexes entre le développement, le fait de pouvoir faire concerner d'autres, enfin le vis-à-vis qu'il y avait auparavant, la ville, le concepteur, tout ça. Maintenant, le nombre de personnes autour de la table devient plus important, et puis le processus de décision devient plus complexe, en particulier sur le fait de faire quand même approuver un certain nombre de modifications par la population, en tout cas par les gens concernés. Le bon vieux temps de Le Corbusier où il pouvait dire bah, je prends mon trait de crayon. Cela dit, Tchemetov l'a dit aussi. Hein. Moi, quand je peux vous raconter l'anecdote, je travaillais sur les sources, justement, savoir donc les études économiques, sociologiques, etc. Donc, j'avais littéralement une caisse, au sens propre, hein, c'est pas une métaphore, une vraie caisse remplie de dossiers, d'études, d'analyses, de tout ce que l'on pouvait analyser sur le territoire. Et donc, je devais faire la synthèse. Et je dis à Tchemetov, ben voilà, j'ai fait mon petit travail de synthèse. Et là, il sort son crayon et dit, tu sais, moi, dès que je sors mon crayon, tout ça, ça va à la poubelle. Voilà. Alors ça, c'était l'ancien temps, on va dire, et c'est plus le cas maintenant où effectivement, il faut réussir à avoir de la concertation, beaucoup de discussions. Et donc, ces mécanismes de concertation prennent plus de temps. Et puis, quand on est dans ces dispositifs-là, effectivement, on va se dire, bon, voilà, on est dans une volonté politique affirmée, tout le monde est d'accord, donc il y a une forme d'alignement des acteurs, la typologie des projets convient à tout le monde, tout va bien, mais il se pose quand même la question de savoir est-ce qu'on n'est pas un peu dans la démagogie, c'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est pas de la com qu'on est en train de faire et que ce n'est que de la com que l'on est en train de faire. Et la question du branding urbain, de savoir finalement que chaque ville va essayer de trouver sa marque et sa spécificité. Donc, on va avoir des communicants qui vont s'en occuper. Voilà, entre le bien-être collectif et puis le branding, l'équilibre est peut-être un petit peu difficile à tenir, mais en tout cas, la question se pose. Et peut-être qu'il faut de l'un pour l'autre. Enfin, ça, c'est un maître débat. En tout cas, ça a été à l'origine. Peut-être que vous vous souvenez de ça. Les derniers préparatifs de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, nouvelle version. L'empereur lui-même n'en reviendrait pas. Napoléon Bonaparte, le fondateur de la ville en 1804. 2 siècles après sa campagne d'Égypte, toutes sortes d'animaux peuplent la grande place centrale. Des dromadaires, des flamants roses, des ibis. Un changement de décor voulu par les politiques, dessiné par les architectes, mis en scène par les artistes, les animaux de la place, une épopée qui a marqué La Roche-sur-Yon ces 2 dernières années. Voilà. Alors, je ne vais pas passer tout le film parce qu'on est un petit peu juste en temps. Mais voilà, donc on arrive aujourd'hui à faire le bilan, et je trouve que c'est intéressant de le partager ensemble, ce bilan. Vous allez dire si ça a fonctionné ou pas. En tout cas, comment ça a changé les choses et puis comment la ville a pu être impactée. Voilà, je vous remercie.